psychologue de pédopsychiatrie en pédiatrie, déjà depuis quelques années. Nous avons la chance de pouvoir compter sur son travail de liaison en pédiatrie et elle va vous présenter certains aspects thérapeutiques de la phobie scolaire. Donc, bonsoir, je suis psychologue clinicienne et donc je travaille en pédopsychiatrie de liaison sur le service de pédiatrie grand enfant. Donc je fais le lien en fait entre les patients hospitalisés, le service de pédiatrie et l'équipe de pédopsychiatrie. Donc, je vais essayer de vous parler à présent des thérapeutiques proposées pour la prise en charge de la phobie scolaire. Compte tenu de la multiplicité des diagnostics et de leur intrication, des situations familiales et sociales variées, des particularités de chaque cas, il est impossible de tracer un schéma thérapeutique unique. En fait, le traitement est établi sur mesure pour chaque enfant ou adolescent après une évaluation multidisciplinaire minutieuse. Celle-ci passe par une évaluation médicale, tant pédiatrique que pédopsychiatrique. Puis le psychologue, lui, va évaluer les difficultés liées à la reprise de l'école, l'état émotionnel de l'enfant et les stratégies possibles pour la rescolarisation. Il est aussi l'interface avec la famille et va apprécier l'implication des parents dans le projet de rescolarisation de l'enfant. Il s'agit également d'appréhender les difficultés d'apprentissage, la motivation de l'enfant pour l'école, les bénéfices et les inconvénients de son absentéisme. L'évaluation scolaire doit aussi rendre compte des compétences antérieures de l'enfant, ainsi que du climat scolaire dans lequel évolue celui-ci. Enfin, une observation comportementale de l'enfant ou de l'adolescent peut être proposée lors d'une hospitalisation programmée en pédiatrie afin de dégager les axes éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques à travailler avec lui et sa famille. Donc les techniques utilisées, elles sont nombreuses et leur cible prioritaire est la réduction des symptômes associés au refus scolaire, donc prioritairement les signes anxieux et dépressifs. Plusieurs techniques existent et peuvent être complémentaires pour soigner la phobie scolaire. L'une d'elles, l'intervention psychoéducative, établit une alliance thérapeutique avec l'enfant et sa famille, analyse les symptômes et tente de les faire reconnaître par l'enfant et sa famille, et ainsi étudier leur lien avec le refus scolaire. L'autre technique principale utilisée est celle cognitivo-comportementale, fondée sur les théories de l'apprentissage. Elle a ensuite intégré les théories cognitives du fonctionnement psychologique. La phobie scolaire repose sur l'association entre des émotions désagréables et l'école. Les stratégies thérapeutiques visent alors à briser le lien établi entre l'anxiété et le stimulus qui crée l'anxiété, par l'intermédiaire de la désensibilisation systématique, de l'immersion ou de l'exposition graduelle. Ces techniques d'exposition cherchent la réduction des peurs par déconditionnement d'une réponse apprise. La désensibilisation consiste à confronter le patient dans la réalité ou dans l'imaginaire à la situation angoissante. C'est souvent par l'intermédiaire de la relaxation que l'on antagonise la réaction de peur. Dans l'exposition graduelle, in vivo, le patient est exposé à des stimulus faibles, suscitant une peur minimale, et on augmente progressivement leur intensité. Le thérapeute cherche à favoriser la disparition des comportements d'évitement et à apprendre au patient à réduire les signes d'anxiété lorsqu'il n'évite pas la confrontation avec la situation problème, l'école. Il est aussi important de souligner les progrès de l'enfant pour créer un renforcement positif. Les autres thérapies, dites familiales, peuvent être nécessaires si les messages envoyés à l'enfant par les parents sont contradictoires vis-à-vis du retour en classe ou par rapport à la sécurité. Une incohérence éducative, un manque de communication sont aussi des indications pour proposer des entretiens familiaux. Enfin, une autre approche de soins est possible, d'inspiration psychanalytique par exemple, qui s'attache à rechercher le sens donné à ce refus scolaire, qui est un mécanisme de défense lié à une peur irrationnelle.
L'idéal, en fait, ce serait de travailler dans le sens d'une complémentarité de ces techniques au niveau de la prise en charge. Donc, afin d'illustrer mon propos, je vais reprendre la vignette clinique de Magali, du docteur Macuso, qui a été hospitalisée en fait 2 fois en service de pédiatrie. Donc, la première hospitalisation faisait suite à une attaque de panique associée à de l'auto-agressivité, Magali exprimant des idées noires. La seconde hospitalisation a été programmée pour évaluation de son comportement et adaptation d'un traitement. Ici, la phobie scolaire s'est déclenchée lors du passage en 6e. Mais on peut noter que des facteurs antérieurs sont apparus lors de l'entrée au CP, avec des maux de ventre répétés, dira la mère. Puis, à la naissance du petit frère, Magali met en place des prétextes pour rester à la maison. Magali est une bonne élève. Son CM2 est marqué par un effectif total de 7 enfants dans un établissement de village. Le passage en 6e dans un établissement d'environ 2000 élèves. Donc les jeux, il y a plusieurs choses de jeux, il y en a pour tout le monde, pour les garçons, pour les filles. Donc c'est bien parce qu'on a les consoles de jeux, donc pour les garçons c'est fabuleux, et pour les filles, ils sont plus branchés activité manuelle. Donc, mais par contre, c'est pas toujours évident de les faire venir en salle de jeu, parce que vraiment, et plus, j'ai remarqué que plus on leur impose de faire des choses, ou plus on leur impose de venir, et plus ils se retrouvent que vite dans leur coquille, les escargots. Donc c'est vraiment, il faut y aller tout doucement, aller plusieurs fois, discuter avec eux, donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais heureusement, je peux disposer des associations qui interviennent dans le service de pédiatrie, donc je vais vous les citer très rapidement. Il y a les Blues Roses, il y a l'école à l'hôpital, bien sûr, le cœur sur la patte, donc c'est un chien qui vient avec son maître. Il y a les étoiles dans les yeux qui proposent du sport aux enfants. Il y a maintenant une musicothérapeute qui vient, il y a une esthéticienne. Donc il y a plein de choses. Donc cette multiplicité des associations, il y a toujours un enfant qui trouve son intérêt pour une association. Que ce soit pour aller voir les Blues Roses, que ce soit pour aller au sport. Donc c'est vraiment très enrichissant. Donc une fois qu'ils ont été aux associations, après, il n'y a plus de soucis pour qu'ils viennent en salle de jeu. La chose la plus difficile, c'est le premier contact, en fait. C'est de sortir de la chambre. Une fois qu'ils ont sorti, bah, après, tout roule. Parce qu'après, plus ils font des activités, plus ils rencontrent les autres enfants, et plus ils rencontrent les autres enfants, bah, plus ils apprennent à se connaître, et plus ils s'ouvrent aux autres. Donc il y a aussi l'importance de tous les professionnels qui travaillent en pédiatrie, que ce soit les puéricultrices, les infirmières, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, parce que c'est plein de personnes différentes, et les enfants peuvent avoir des feelings différents avec les personnes. Donc plus ils peuvent se confier à une personne, par exemple à une puéricultrice, chose qu'ils n'ont pas bien avec une aide-soignante. Tout dépend un peu du feeling qu'ils ont avec les personnes, et ça c'est très important à complémenter dans le travail en équipe. Donc maintenant je vais plus parler de l'école à l'hôpital, parce que mon rôle aussi c'est de les orienter. Donc on a la chance à Douai, c'est qu'on a tous les jours quelqu'un de l'école à l'hôpital qui intervient, du lundi au vendredi, donc c'est bien. Donc il y a tous les niveaux scolaires, il y a des professeurs, il y a des professeurs des écoles, donc chaque enfant peut être pris en charge. Ça c'est un point aussi positif. Donc j'ai constaté, généralement c'est les instituts ou les professeurs qui vont voir les enfants pour les inciter à venir faire les cours. Et ça aussi c'est très important parce que plus on force un enfant et plus c'est même pas la peine. Donc ils arrivent à les faire venir et généralement ces enfants, les phobies ou les autres, ils restent 45 minutes. Donc c'est des cours qui sont individuels, donc ce qui leur plaît. Et ça leur permet aussi de voir si c'est un problème d'apprentissage ou si c'est un problème de rencontrer les autres. Et généralement, ces enfants ont quand même des bons niveaux scolaires. Ils s'accrochent et c'est rare que ce soit un problème scolaire. Donc je vais parler aussi des élèves, parce que de l'école des mines depuis 3 ans. Donc leur avantage, enfin ils ont plusieurs avantages, c'est qu'ils sont jeunes. Et c'est un point très 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 positif. Parce que comme quand on a des ados, ou des adophobies, c'est très difficile d'établir un contact. Donc plus ils sont jeunes, plus la relation s'établit facilement avec les ados. Et ça s'est vu, que ce soit quand on a été visiter l'économie, que ce soit quand ils interviennent tous les jours, enfin, alors à chaque intervention. Donc ça c'est un point très positif. En plus, ils sont jeunes, dynamiques et réussissent leurs études. Donc ça peut, pour les élèves, ça peut être un point positif pour voir qu'en faisant des études, on y arrive.
Donc moi je tenais à les remercier parce que franchement ils font un beau boulot. Voilà. Alors je vais donc reparler de l'objectif prioritaire, le retour à l'école si possible. Donc ce retour ne peut s'effectuer qu'en collaboration étroite avec l'école. Depuis plusieurs années, l'Éducation nationale s'efforce d'améliorer l'accueil de ces enfants atteints de phobie scolaire. Elle offre un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles rencontrées. Donc elle a mis à disposition le PAI, donc c'est un projet d'accueil individualisé, qui est avant tout une démarche d'accueil résultant d'une réflexion commune des différents partenaires impliqués dans la vie de l'enfant phobique scolaire. Il a pour but de faciliter l'accueil de cet enfant sans se substituer à la responsabilité des familles. Donc il permet un aménagement des horaires de cours afin que le retour à la scolarisation se déroule dans les meilleures conditions. C'est un document écrit à partir des besoins thérapeutiques précisés par le médecin qui suit l'enfant. Donc une réunion entre les différents partenaires, le directeur d'établissement, une infirmière scolaire, les parents, l'équipe pédagogique, permet d'en préciser les modalités d'exécution. Ce PAI peut être mis en place pour tous les enfants dès la naissance jusqu'au lycée présentant un trouble de la santé. Il n'est pas obligatoire, mais il peut servir de contrat entre la famille de l'enfant et l'équipe pédagogique et scolaire. Sa durée est variable et son contenu peut être réajusté au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Par ailleurs, pour les enfants qui restent quelque temps chez nous en hospitalisation, il est nécessaire que ceux-ci conservent un lien avec leur établissement. Et ce sont les parents qui vont maintenir ce lien. Enfin, si le retour à l'école n'est pas possible, il existe certains organismes, SAPAD, Service d'assistance pédagogique à domicile, ou le CNED, d'aide à la scolarisation, mais cela reste une solution insuffisante pour soigner la phobie scolaire. Donc la place des parents. Donc, concernant les parents, face à la phobie scolaire, c'est réellement le sentiment d'être démuni et la culpabilité qui dominent. Ainsi, on rencontre différentes situations, par exemple, par peur de décevoir les parents, l'enfant ou l'adolescent développe une anxiété de performance. Mais en hospitalisation, c'est le plus souvent une anxiété de séparation qui est en lumière, pour expliquer le refus scolaire anxieux. D'ailleurs, les jeunes ne refusent pas d'aller à l'école, mais ils n'y parviennent pas. On demande alors aux parents de continuer à maintenir le lien avec l'école en ramenant les devoirs, en ayant un contact régulier avec un interlocuteur privilégié de l'établissement. Le plus souvent, ce sera l'infirmière scolaire ou l'assistante sociale, pour montrer en fait à l'enfant que l'école ne l'oublie pas et qu'il y a toujours sa place. Donc, cependant, les parents ont aussi un rôle à tenir en n'entretenant pas le phénomène d'absentéisme, car plus il dure, plus il est difficile d'y retourner. Préoccupés par le niveau scolaire de leur enfant, certains parents finissent par les inscrire au CNED et ne pas sortir de la maison, cela permet d'échapper à toutes les contraintes sociales. Il est alors souhaitable de ne pas conseiller aux parents cette solution, qui ne peut être que provisoire, car elle maintient l'enfant dans l'isolement social. Un changement d'établissement n'est pas non plus indiqué pour résoudre un refus scolaire, car l'enfant déplacera les symptômes dans une autre école. Donc nous allons maintenant décrire quelques recommandations concernant la phobie scolaire. C'est grâce à l'association de plusieurs partenaires que la résolution de la phobie scolaire peut fonctionner. Notre premier interlocuteur est le médecin de famille. Celui-ci doit bien avoir en tête que l'absentéisme scolaire, même ponctuel, n'est pas normal. Il doit être vigilant quant aux demandes de dispense scolaire sollicitées par la famille. Seules les conditions morbides, sérieuses, entraînant une fatigue importante, une contagion par exemple, peuvent avoir recours au certificat médical. Je l'ai dit, je le répète, l'inscription à des cours par correspondance est toujours fortement déconseillée en première intention car elle maintient l'enfant dans son confort de